Depuis toujours, je m'émerveille devant les splendides maisons de caractère qui font le charme de notre pays. J'aime imaginer ce que leurs vieilles pierres nous raconteraient si elles pouvaient parler. Car certaines de ces vénérables demeures sont d'authentiques livres d'histoire qui ne demandent qu'à être ouverts. Et c'est pour mieux éclairer leur passé que leurs propriétaires ont fait appel à moi. Ensemble, nous allons tenter de lever le voile sur les mystères que renferment ces murs. Nous allons remonter le temps et vous raconter autrement cette France que nous aimons tant. Vaisseau de pierre bordé de mer, Saint-Malo dresse fièrement ses remparts et offre un panorama à couper le souffle. Située au cœur de la côte d'Émeraude, cette cité de granit s'est construite sur son lien viscéral à l'océan, aux vagues et aux marées impressionnantes qui balaient ses plages de sable fin. Si les hôtels particuliers du front de mer attirent de nombreux visiteurs, ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe dans l'arrière-pays des demeures uniques au monde, des Malouinières. Disséminées tout autour de l'intramuros, à quelques kilomètres de la mer, ces maisons font la fierté des Malouins. C'est dans un de ces manoirs que vit Benoît. Cet enfant du pays a toujours eu un fort attachement à sa ville. Après un passage à Paris, il décide de retourner sur ses terres et d'acquérir le manoir de la Baronnie pour en faire des chambres d'hôtes. Aujourd'hui, Benoît aimerait retracer la généalogie de sa maison. Il veut découvrir les secrets, les joies et les drames qui se sont joués entre ces murs. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci, c'est gentil, je suis ravi d'être ici en tout cas. Ensemble, nous allons remonter les années et tenter de comprendre comment, à Saint-Malo, une maison comme celle-ci a traversé les époques. Quelle arrivée! Avec un magnifique jardin à la française. Oui, c'est un jardin qu'on a refait entièrement. En fait, quand on est arrivé ici il y a 13 ans, c'était une friche. Oui. Le jardin avait été laissé complètement à l'abandon. On a retrouvé un dessin qui date de l'avant-guerre, et puis on a retracé le jardin à la française tel qu'il était à l'origine. D'accord. Voici une façade très impressionnante. C'est forcément un coup de cœur. Oui, alors moi, je suis malouin depuis tout petit, donc quand j'étais enfant, avec mes parents, on passait en voiture régulièrement devant cette façade. Je rêvais devant cette maison et je me disais, peut-être qu'un jour, je pourrais en être propriétaire. Et c'est bien d'avoir des rêves. Les vivre, c'est mieux. Absolument. Ce type de maison, ça s'appelait les Malouinières. La définition de Malouinière, c'était les maisons de campagne des armateurs de Saint-Malo. On connaît la date de construction de celle-ci? Alors celle-ci, non, on ne connaît pas précisément. Il nous manque des éléments. On essaye petit à petit de retracer l'histoire de la maison. Alors Benoît, moi je m'appuie sur ce que tu m'as dit il y a quelques instants. Maison de campagne. Et dis-moi, on savait vivre à l'époque, hein? Oui, c'est vrai que c'est un joli salon avec des jolies boiseries anciennes. Bon, je me demande si elles n'auraient pas été remaniées au 19e siècle. Ouais. La cheminée, c'est pareil, on voit que c'est une cheminée assez classique. Il y avait des cheminées dans toutes les pièces? Oui, bien sûr. Notamment, il y a dans l'ancienne cuisine une cheminée monumentale en granit qui est magnifique. Je me pose beaucoup de questions par rapport à cette maison. Effectivement, ce serait intéressant de savoir à quelle époque chaque pièce a été aménagée. Un élément très énigmatique dans l'entrée de la maison interpelle particulièrement Benoît. Une tête de rampe sculptée en forme de lion.
Alors, moi, je me pose la question, est-ce que vraiment cette tête de rampe a été prévue dès l'origine pour cette maison, ou est-ce qu'elle n'aurait pas été rajoutée par un ancien propriétaire? Peut-être qu'elle provient d'un manoir plus ancien. Ça, peut-être qu'on va l'apprendre au cours Question de... supplémentaire, je la rajoute sur mon Voilà. bloc-notes. À l'étage se trouve une particularité typiquement malouine. Voilà, alors Stéphane, comme je te disais tout à l'heure, ce type de maison a été construite par des armateurs. Oui. Ils récupéraient les ponts des navires pour faire des planchers pour leur maison. C'est pour ça que tu vois, les planches ne sont pas toutes de la même largeur, elles sont assez brutes. C'était de la récupération. Bon, je constate que tu connais déjà pas mal de choses sur ta maison. Mais il y a encore des Beaucoup de zones d'ombre, oui. Des zones Mais d'ombre. oui. Alors nous allons tâcher aujourd'hui de retracer l'histoire de cette maison et en même temps, je suis sûr que l'histoire de Saint-Malo y est très très attachée. Alors, Je compte sur toi, allons-y. allons mener l'enquête. La malouinière de Benoît aurait donc été construite par un armateur. Ce point de départ de notre enquête est étroitement lié à l'histoire de Saint-Malo. Car la notoriété de cette cité de granit est indissociable de son commerce maritime qui remonte au XVe siècle. La baronnie est elle aussi ancienne. C'est auprès de Gilles Foucron, passionné de l'histoire des malouinières, que je cherche à comprendre l'origine de ces belles demeures. Vous êtes l'homme de la situation car je cherche à en savoir un peu plus sur ce que l'on appelle ici les malouinières. Eh bien, je vous invite à me suivre car il nous faut prendre de la hauteur pour comprendre la raison de ces malouinières. Allons-y, on prend de l'altitude. Tout cela est bien mystérieux. Mais docile, je suis Gilles jusqu'au sommet de la tour du château de Saint-Malo, édifié entre le XVe et le XVIIIe siècle et classé monument historique. Ça fait un petit peu d'exercice. Oui, mais ça nous fait du bien. Et puis, quel panorama, n'est-ce pas? Quelle récompense, vous voulez dire? On domine complètement Saint-Malo intramuros. Pourquoi souhaitiez-vous m'amener ici pour me parler des malouinières? Bien, tout simplement parce que c'est cette structure de la ville de Saint-Malo qui va conduire les riches armateurs et riches capitaines à construire ces belles maisons de plaisance en dehors de l'intramuros. C'est une ville qui est quand même étroite, entourée de remparts. Il faut imaginer des rues médiévales, tortueuses, et il faut imaginer également qu'il n'y a pas de système de toilettes moderne, des poissons qui sèchent éventuellement à une certaine époque sur les pierres tombales. Vous comprenez fort bien que, quand on a de l'argent, on va à l'extérieur, dans la campagne malouine. À partir de quelle période a-t-on fait construire ces malouinières? Alors ces malouinières débutent sous le règne de Louis XIV, c'est-à-dire nous sommes au XVIIe siècle, début XVIIIe. Et puis bien sûr, l'ère des malouinières va s'arrêter au moment de la Révolution française. Y a-t-il des particularités architecturales aux malouinières? Oui, la symétrie des fenêtres. Il y a des toits assez pentus, il y a des cheminées monumentales. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans pratiquement toutes les malouinières. Ça veut dire que toutes les belles demeures autour de Saint-Malo intramuros sont des malouinières? C'est plus compliqué que ça. Je veux comprendre comment distinguer une simple maison de campagne d'une malouinière. Pour faire de moi un expert, Gilles m'emmène chez Marie, une amoureuse des belles demeures. Bonjour Marie, Stéphane. Bonjour Bonjour. Marie. Et à première vue, sa maison a tout d'une malouinière. Merci de nous accueillir devant cette somptueuse demeure. Elle s'inscrit parfaitement dans le style local. Oui, alors effectivement, on peut voir une façade qui est vraiment en parfaite symétrie. Vous pouvez observer que les fenêtres sont les unes en dessous des autres, ce qui représente un peu le style des maisons de la région. Alors c'est une malouinière ou pas? Alors il y a effectivement une belle symétrie des fenêtres. Malheureusement, on a un toit en pente douce, alors qu'elle aurait dû être beaucoup plus pentue. Je crois qu'il faut aller voir un peu à l'intérieur pour voir si ça répond aux critères des malouinières. Allons voir. Marie, vous avez joliment soigné l'intérieur de la maison. Merci. Avec une belle cheminée, il y avait des cheminées dans les malouinières. Il y avait bien sûr des cheminées, mais elles n'étaient pas en marbre, elles étaient plutôt en granit et monumentales. Dernière étape de notre jeu de piste, le jardin intérieur.
Je découvre une façade très élégante qui pourrait laisser penser que c'est bien un riche armateur qui a construit cette demeure. Alors on peut effectivement imaginer que l'entrée principale était plutôt par ici. Quand on voit cette porte qui est un peu plus majestueuse quand même que l'entrée par laquelle nous sommes arrivés tout à l'heure. Ça pourrait être une malouinière. Ça pourrait tout à fait être une malouinière, mais il y a quelques éléments tels que le dallage de l'entrée qui est en pierre de Bourgogne, qui fait plutôt penser à une demeure plus ancienne, fin 16e, début 17e. On est donc vraiment plutôt dans cette demeure, dans une prémisse des malouinières, c'est-à-dire le mouvement évolutif qui va durer pendant 2 siècles et demi. Écoutez, malouinière ou pas, c'est en tout cas une très jolie demeure, Marie. Merci Stéphane. Alors Gilles, vous le savez, je mène l'enquête sur le manoir de la Baronnie qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Est-ce que vous avez des éléments d'information là-dessus ? Les recherches qui ont été faites auprès de documents notariés nous permettent de savoir, nous en avons la preuve ici, nous l'avons souligné pour que vous puissiez mieux le trouver, nous retrouvons bien Alain Gaillard, sieur de la Motte, qui en a fait l'acquisition en 1712. On connaît ce Alain Gaillard de la Motte sur Saint-Malo ? Oui, c'est un personnage important de Saint-Malo, il a été maire de la ville de Saint-Malo. C'est écrit là-dessus ? Mais tout à fait, vous avez sa signature qui est là et vous voyez Gaillard de la Motte, maire. C'est le conseil municipal. Tout à fait. Avant d'être maire de Saint-Malo, qu'a fait ce monsieur ? C'est un personnage typique de la ville, c'est-à-dire qu'il a été corsaire et ensuite il a été armateur au grand commerce. Armateur, c'est sa richesse qui lui a permis de faire l'acquisition ou de faire construire ce manoir de la Baronnie ? Certainement, c'est évident. Incroyable. Saint-Malo, la cité corsaire, encore plein de secrets à découvrir. Merci mille fois. Merci Stéphane. Merci à vous, Gilles. Merci Marie. Merci Stéphane. Merci. Je repars avec un élément précieux, un nom. Alain Gaillard de la Motte est donc le premier propriétaire connu de la Baronnie. 300 ans avant Benoît, vivait entre ses murs un corsaire, figure légendaire qui a nourri l'imaginaire des Malouins. Je cherche à comprendre l'origine de cette activité et c'est au bord de la mer qu'André l'Espagnol, historien spécialisé des corsaires, va m'éclairer. Pouvez-vous me donner la définition de ce qu'est un corsaire ? Alors, le terme corsaire désigne à la fois un navire et son équipage qui vont être expédiés pour attaquer des navires marchands ennemis, se saisir d'un butin et essayer de faire un profit si possible. Pour autant, un corsaire et un pirate, c'est pas la même chose. Non. Les pirates, c'est des hors-la-loi. Les corsaires, eux, la course est réglementée, encadrée, et on ne peut attaquer des navires ennemis que dans le cadre d'une guerre déclarée par son propre État. C'est donc l'État français qui a autorisé Alain Gaillard à détrousser les navires marchands ennemis. André m'explique que c'est sous Louis XIV que la guerre de course prend son essor. En 1688, le roi Soleil veut imposer son pouvoir en Europe et lutte contre une coalition européenne menée par l'Angleterre et la Hollande. Plus que jamais, les canons retentissent et les corsaires écument les mers. Ça permettait surtout au roi d'attaquer l'économie de ses adversaires, en plus du conflit armé, je dirais. C'est ça. Il y a eu, à partir de la fin du XVIIe siècle, un objectif stratégique qui était essayer d'affaiblir l'adversaire en attaquant son commerce maritime par des armateurs privés. Les campagnes de harcèlement menées par les corsaires malouins font du port de Saint-Malo une position stratégique pour Louis XIV. André me mène au cœur de la défense de la ville, les remparts. En 1689, Louis XIV fait appel à Vauban, qui va faire de Saint-Malo l'un des points forts de cette mise en défense justement du littoral breton. Alors il y a tous les remparts, les fortifications de la ville de Saint-Malo. Il va renforcer les anciens remparts médiévaux. Et puis surtout, il va réaliser, pour protéger le site, qui est très exposé, vous le voyez, des forts modernes cette fois-ci, sur des îlots. Et donc, ces forts visent à être une ligne d'avant-défense, en quelque sorte, et en même temps, ça surveille toutes les passes d'accès au port. Les fortifications édifiées par Vauban ne suffisent pas à dissuader l'alliance anglo-hollandaise d'attaquer Saint-Malo.
Et c'est une tour juchée sur les remparts qui a été l'objet de leur attention. Nous sommes ici sur la tour Bidouane, mais qui a été aussi, à partir de la fin du XVIIe siècle, un magasin à poudre. En novembre 1693, une escadre hollandaise va tenter de bombarder, mais elle est un peu loin. Et elle a une arme secrète, en fait, un navire brûlot chargé de poudre, de boulets, de ferraille, de boulons, etc., que des marins vont conduire pour projeter ici sur la muraille et pour tenter de faire sauter la poudrière et toute Incendier la ville, d'incendier bien sûr. Sauf qu'ils ont mal calculé sans doute la hauteur de la marée et le navire en fait va s'échouer sur un rocher immergé, mais il va sauter mais trop tôt. Saint-Malo, en fait, échappe au pire. Il y aura des vitres et des ardoises cassées et un chat tué, dit la légende, mais pas plus. On entend juste une très forte détonation. On peut imaginer qu'Alain Gaillard de la Motte, installé au manoir de la Baronnie, ait entendu cette Entre autres, détonation. je pense que tous ceux qui habitaient sur l'agglomération malouine d'aujourd'hui ont entendu, sauf si ce monsieur était en mer. Merci mille fois, André. Merci Stéphane. À l'image de ces remparts, la ville de Saint-Malo n'a jamais été prise durant toute cette période corsaire. Je commence à dessiner les contours de la grande histoire de cette ville. Je veux maintenant faire découvrir à Benoît la petite histoire, le quotidien d'Alain Gaillard. Je lui ai donc concocté une petite surprise. Pour quelques heures, nous allons remonter le temps et nous glisser dans la peau d'un corsaire du XVIIIe siècle. Benoît, on a la chance inouïe d'être en mer avec Jean-Claude à bord de son bateau. Alors, tu sais que j'avance bien sur l'enquête, hein. J'ai rencontré différents historiens. On a pu quand même remonter jusqu'en 1712. On trouve la trace d'un propriétaire, il s'appelle Alain Gaillard de la Motte. Ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur a été maire de Saint-Malo. Maire de Saint-Malo. Et aussi, effectivement, corsaire. Alors, C'était pas n'importe qui. puisqu'on parle de corsaire, nous sommes sur ce bateau qui n'est pas n'importe quel bateau. C'est la réplique d'un bateau qui avait été armé par Robert Surcouf. Et Robert Surcouf, c'est quand même le plus célèbre corsaire de Saint-Malo. Ah, ça fait partie des visages emblématiques de Saint-Malo, puisque c'est le corsaire qui a écrit vraiment son nom dans l'histoire malouine. Bah écoute Stéphane, c'est moi qui vais t'épater, car Surcouf était mon ancêtre. Non. Je suis le descendant direct de Surcouf. Combien de générations entre Surcouf et toi? Je suis à la 7e génération, hein, donc Surcouf était l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. Respect. J'ai du sang corsaire qui coule dans les veines, tu vois, donc je suis ravi de naviguer sur ce bateau aujourd'hui. Alors nous avons hissé la grand voile. Mais il me semble qu'on a encore un petit peu de travail. Tout à fait, il nous reste la trinquette et le faux caïssé pour avancer correctement. On a les mains, on a l'huile de coude. Allons-y. On est parti. Un qui tire ici, et on va se mettre deux à tirer ici. Ah, il faut être au moins 3 pour lever une voile comme ça. Alors celle-là, c'est là, ça fait partie de la légère. Hein. Ah oui, quand même. On lève bien les mains, on tire encore. Voilà, on garde la tension et là on va venir faire les 8 autour du cabillot. Voilà. Deuxième voile, ça va être le phoque, c'est un petit peu plus compliqué. On est parti. On y est là, non? On n'y est pas. T'as remarqué comme il est organisé, c'est-à-dire que dès qu'on a fini de hisser la voile, systématiquement, on va lever la corde, c'est ça, hein? Hop, rangé. Ah voilà, elle est bien rangée. Là, il n'y a pas à dire, ça a de la gueule. Ah oui, là c'est un vrai voilier là. Là maintenant, c'est bon, on avance à la voile. Et ben là on a la voile maintenant. Il reste plus qu'à mettre un peu de vent là-dedans et ça va avancer tout seul. On va naviguer, capitaine. Comment ça se passait la vie à bord, Jean-Claude? Ils étaient combien sur un bateau comme celui-ci? Sur un bateau comme celui-ci, il était une cinquantaine. Quand même. Parce qu'il fallait être nombreux pour mener les abordages. D'autant plus qu'une fois que le bateau était capturé, il y avait une partie de l'équipage qui embarquait sur le bateau capturé avec le second et qui ramenait le bateau capturé à bon port pour faire le partage du butin. Mais comment ils faisaient pour dormir à bord à 50? Et il y avait vraiment une promiscuité énorme à bord. Ils dormaient dans la paille. Il n'y avait pas de couchage, il n'y avait pas de hamac comme on voit dans les films. Hein. La paille qui était rapidement pourrie avec l'humidité qu'on a à bord. Ils n'avaient pas trop le souci de l'hygiène à l'époque. Pas du tout. C'était entassés les uns sur les autres et puis on y va.
À l'évidence, Alain Gaillard, le riche armateur, faisait plutôt partie du commandement. Comme tout capitaine de l'époque, il a dû submerger son équipage de corvée, car l'oisiveté est génératrice de mutinerie. Alors, quelque chose me dit que le descendant de Surcouf rêve de monter dans les cordages. Là. Ah ouais, moi je suis fanat. Hein. On va Tu sais quoi? On va avoir l'occasion. Cadeau! Bon, bah allons-y. Vas-y, Bon, vas-y, avec allez, grand c'est plaisir. parti. Montez tous les deux, je reste en bas. Un genou ici. Et après, on grimpe. Et après, c'est parti, Benoît. Bon, moi, je reste là, je vous assure. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, je suis là, je vous récupère. Oh bah, on est rassurés. Ah, c'est bien, là. Là, on peut y aller sans crainte. Voilà, et le but du jeu, maintenant, Benoît, c'est d'aller jusqu'en haut. Vache. Allez, les gars, à l'abordage! Ça fait haut quand même. Bah là, on a une bonne quinzaine de mètres au-dessus de l'eau. Benoît, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Stéphane. Bon, alors, ne pense pas au vertige. Dis-toi que ton ancêtre est fier de toi. Bah j'espère bien. Hein. Bon, bah moi je vais descendre là maintenant. Et bon, on descend. Ouais, et puis là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais j'imagine par grosse mer, Ah bah, ça devait être beaucoup plus sportif. Quand il y a de la mer, c'est vite limité. Hein. Ouais. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Chapeau bas, monsieur. Oh, il y a une très belle vue de là-haut. Mais ça, je te crois sur parole. Nous quittons nos habits de marin pour enfiler à nouveau ceux d'enquêteurs. Combien de temps la baronnie est-elle restée entre les mains d'armateurs? Nous retrouvons Alain Roman, historien malouin au cœur de la mémoire de Saint-Malo, les archives municipales. Ensemble, nous épluchons des actes de vente et des cadastres anciens. Avez-vous d'autres informations sur les différents propriétaires du manoir de la baronnie qui pourraient nous intéresser ici? Oui, elle a souvent changé de propriétaire. On a ici un certain Latimier. Oui. On a quelque part... Le Cause, ça c'est bien le breton. Cause, oui, c'est tout à fait breton. On a aussi, alors il faut se déplacer, c'est par là que ça se passe. On a noté avec curiosité la présence d'une Anglaise. Une Anglaise aurait été propriétaire Oui. du manoir. Oui, il y a quelques années, à l'époque de la guerre de 14, Madame Dyson Cooper. Ouais, ça c'est amusant, ça. Qu'est-ce qu'une Anglaise venait faire du côté de Saint-Malo? On va le garder dans un coin de notre esprit, on va continuer à mener l'enquête là-dessus. Il se trouve que la baronnie a été achetée en 1781 par un certain Mêlé de Grand Clos, un des plus grands armateurs de Saint-Malo, et notamment le plus grand armateur négrier. La traite des Noirs existait à Saint-Malo? Absolument, Saint-Malo est au 5e rang sur 15 ports qui ont pratiqué la traite. Grâce à cet acte de vente, je découvre avec effroi que c'est dans la maison de Benoît que s'est peut-être joué le destin de centaines d'esclaves. Au XVIIIe siècle, Saint-Malo est au cœur d'un vaste commerce triangulaire. Les navires quittaient les ports français pour échanger des marchandises contre des esclaves sur les côtes africaines. Les captifs, entassés dans des soutes, traversaient alors l'Atlantique pour être revendus aux Antilles contre du café, du tabac et du sucre. Beaucoup ne survivaient pas au voyage. On a quelque part là, voilà, c'est ça. Un document qui est tout à fait parlant, la liste des expéditions faites par M. Grand-Clos Mêlé de Saint-Malo pour la traite des Noirs. On a les dates de départ, on a le nombre de captifs transportés, on a combien ça a coûté, combien ça a rapporté aussi. Là, on voit 600 noirs vendus sur une expédition, c'est considérable. Hein. Ils n'ont pas eu des remords, ces armateurs Non, non. parce que c'était quand même un trafic qui était très peu honorable et c'est choquant. Il y a une chose qui est curieuse. Les captifs transportés sont assurés. Or, l'assurance pour la vie n'existe pas à l'époque. Si on les assure, c'est qu'ils sont considérés comme des marchandises. Donc, il n'y a pas d'assurance sur la vie, sauf pour les captifs. Incroyable.
inimaginable. Mélène de Grandclos, c'était le plus grand armateur négrier de Saint-Malo? Ah, absolument, et de très loin. Et il y en avait d'autres? Oui, et notamment un certain René-Auguste de Chateaubriand, le père de l'écrivain. Il était en affaire avec Mélène de Grandclos. Oui, non seulement ils étaient en affaires, mais ils ont navigué ensemble. Écoutez, moi je suis vraiment épaté de voir que vous ayez pu rassembler autant de documents là, que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. Il y a encore une interrogation que moi j'ai. Sachant que le père de Chateaubriand et Mélène de Grandclos se connaissaient, est-ce que l'auteur François-René Chateaubriand est passé au manoir de la Baronnie? J'imagine Chateaubriand en train de prendre le thé avec Mélène de Grandclos dans le salon de la Baronnie. Ah, ce serait vraiment étonnant. François-René de Chateaubriand a-t-il vraiment fréquenté la Baronnie? Cet auteur majeur de la littérature française a-t-il foulé le sol de cette maison? Avant de répondre à ces questions, j'ai envie d'explorer le lien de celui qui fut le précurseur du romantisme en France à sa ville natale. Symbole de tourment, la mer a eu une place centrale dans la vie et l'œuvre de l'auteur. Peut-être cet attachement trouve-t-il son origine dans la douceur des souvenirs d'enfance. C'est en compagnie de Christophe Penaud, passionné de Chateaubriand, que je me lance sur les traces de l'écrivain. Alors nous sommes sur la plage de l'Éventail, avec ses brise-lames. C'était un peu son terrain de jeu lorsqu'il était petit. Oui, c'était son terrain de jeu. Avec tous les gamins de son âge, il montait au sommet des brise-lames et ensuite il s'amusait à se pousser et il s'abattait un petit peu comme un jeu de domino. Et puis une fois, il le raconte dans La Mémoire d'outre-tombe, anecdote très célèbre, il est l'avant-dernier, la dernière est une jeune fille, elle s'appelle Hervine Magon. En tombant sur elle, il la fait tomber dans l'eau. Cris, fureur. Bon, on l'a récupéré. On l'a récupéré, mais de là va naître sa réputation de polisson. C'était un polisson. C'était pas un voyou, mais c'était un polisson. Un petit garçon vivant. Exactement. Christophe me mène sur l'île du Grand B, qui fait face au rempart de Saint-Malo. À son sommet se trouve la tombe de Chateaubriand. Il y a un fait important. Il ne va pas passer la plus grande partie de sa vie à Saint-Malo, et pour autant, c'est ici qu'il souhaite être enterré. Le rapport de Chateaubriand avec Saint-Malo est un rapport étrange. Effectivement, il quitte cette ville à 23 ans pour ne plus y revenir. Alors qu'on sait qu'en 1806, il va revenir en Bretagne. Il a la possibilité de venir à Saint-Malo. Il ne le fait pas. Pourquoi? Sans doute parce qu'il avait peur de ses propres souvenirs. Il l'écrirait plus tard. La Bretagne, oui, j'y reviendrai, mais les pieds les premiers. Comment se fait-il que Chateaubriand ait été autorisé à être enterré ici plutôt que dans le cimetière de Saint-Malo? C'est une idée qui lui est venue de bonne heure. On sait qu'en 1823, il va écrire à un ami son désir d'être enterré sur une petite île devant la mer. Ça va être difficile parce que l'îlot du Grand B appartient au ministère de l'Armée. Il va falloir beaucoup de négociations, mais elles vont être menées d'arrache-pied par le maire de l'époque qui, lui, dans son désir d'accueillir le grand écrivain à Saint-Malo, va faire en sorte que la tombe, à partir de 1831, puisse être élevée. Mais c'est bien avant sa mort. Oui, on arrive devant un cas unique dans l'histoire. Ce tombeau va rester vide pendant 15 ans et pendant 15 ans, il va être un lieu de pèlerinage. En 1847, un an avant la mort de Chateaubriand, vous avez Flaubert accompagné de Maxime Ducamp qui viennent ici se recueillir vraiment devant la future tombe de Chateaubriand. Et c'est cette phrase magnifique très célèbre de Flaubert, « Il dormira là-dessous, la tête tournée vers la mer ». Il a vraiment marqué son temps. J'ai une dernière faveur à vous demander. Vous le savez, je mène l'enquête sur le manoir de la Baronnie. Mélène de Grandclos en fut le propriétaire. Il était ami avec le père de Chateaubriand. Peut-on imaginer que l'auteur soit passé un jour au manoir de la Baronnie? Dans ce monde marin, qui est un monde relativement restreint, on peut imaginer qu'ils aient continué de se fréquenter et que Chateaubriand, à 10 ans, voire même à 20 ans, soit allé pousser la porte du manoir de la Baronnie. Merci mille fois, Christophe. L'hypothèse de Chateaubriand se rendant à la Baronnie est donc crédible. Je repense à mon premier ressenti lorsque j'ai découvert la maison de Benoît. Ces murs ont une âme, du vécu. Il reste une question que je n'ai pas explorée et qui taraude Benoît.
quelles ont été les évolutions de sa maison. Alain Gaillard, Meslay le Grand Clos, ont-ils connu la baronnie telle que nous la voyons aujourd'hui? Je m'apprête à lui apporter des réponses. Benoît, j'aimerais te présenter Stanislas. Bonjour, enchanté. Stanislas est architecte du patrimoine et il va pouvoir nous aider à dater un petit peu cette maison. Votre ressenti dans un premier temps, Stanislas? Alors déjà, on peut voir que c'est une succession de pièces, donc des pièces dites enfilades. D'accord. Et ça, c'est un procédé qui était utilisé au XVIIe dans la composition, et notamment dans certains hôtels parisiens, Matignon, l'Élysée. Et c'est à partir du XVIIIe, vraiment, qu'on a l'apparition du couloir ou des galeries distributives. Alors ça, c'est une information intéressante parce que ça nous permet de savoir que cette maison est antérieure à la première trace de propriétaire que l'on trouve ici au manoir de la Baronnie, 1712, avec Alain Gaillard de la Motte. On peut encore abuser de votre temps? Bien entendu. Nous savons maintenant que la Baronnie date probablement du XVIIe siècle. Mais qu'en est-il de l'étrange tête de rampe dans l'entrée de Benoît? Alors moi, je me posais la question par rapport à cette tête de rampe qui est magnifiquement sculptée. Je me demandais si elle avait été construite dès l'origine de la maison ou si ce n'était pas une pièce rapportée et qui provient d'un manoir plus ancien. Très bonne question, Benoît. Alors, ce qui me frappe, c'est au niveau du veinage du bois. On peut voir qu'on a deux essences. Ici, on peut voir un veinage complètement différent de la balustrade, donc un résineux, ce qu'on appelle un bois piche-pin, un bois imputrescible qui était employé dans la marine. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est dans la configuration, on peut voir au niveau des détails d'assemblage. Ici, on a la sculpture qui ne vient pas se rapporter sur la base de la volute. Donc on peut vraiment penser que c'est un élément qui est rapporté. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière par rapport à ça? Ce qui est très surprenant, c'est de le retrouver sur un départ de rampe. Et c'est un lion rugissant, donc avec une certaine force qui montre son pouvoir. Ça reflète l'esprit conquérant des corsaires. Ça peut refléter tout à fait l'esprit conquérant, et on peut voir que ce lion tient dans sa gueule des éléments d'attribut, et on a par exemple ici des grappes de raisin, donc ce qui signifie aussi l'abondance, l'opulence. On veut montrer aussi qu'on a des richesses. Pour moi, c'est un des plus beaux départs de rampe des Malouinières. Benoît, tu as un véritable trésor chez toi. Bah écoute, moi je suis très flatté qu'un expert m'apprenne que j'ai la plus belle rampe de Malouinière de Saint-Malo. Dernière étape, le salon. Selon toi, Benoît, on est plus dans un esprit 19e ici? Oui, alors tout à fait. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est que les boiseries sont plus sobres, les moulures plus fines, la cheminée aussi est un peu différente. Tout à fait, elle est de style empire. Donc vraiment élément rajouté au 19e. Et on voit bien que ça a été incorporé avec les lambris, ça a été pensé un espace d'unité. Il y a un autre élément qu'on peut dire remarquable, c'est le plancher qui nous permet aussi de dater, donc avec un assemblage qu'on peut voir à bâton rompu, donc des éléments qui sont standardisés et emboîtés. Ce parquet est très différent de celui de l'étage qui était irrégulier et paraissait plus ancien. Au 17 ou 18e, c'était des planchers à lame irrégulière. Pourquoi? Puisque ça provient des éléments de bateau. On est dans une problématique de coût où on récupère le maximum de matériaux. Et au 19e, avec l'avènement du chemin de fer, on peut avoir beaucoup plus de matériaux qui proviennent de beaucoup plus loin. On est dans la standardisation et on peut se permettre d'avoir un autre mode de composition et puis même un peu de jeté. C'est quand même incroyable d'imaginer que cette maison a traversé les siècles comme ça. C'est très émouvant. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça? Moi, c'est vrai que j'ai besoin de ressentir le poids de l'histoire dans un lieu. Et là, c'est passionnant d'imaginer les propriétaires successifs qui chacun a apporté sa touche personnelle. Aussi, tu laisseras une trace de ton passage dans l'histoire de cette maison. J'espère bien, oui. Nous avons appris aux archives municipales qu'une certaine Dyson Cooper, une Anglaise, aurait été propriétaire de cette maison à une certaine période. J'ai quand même envie de savoir un petit peu ce qu'une Anglaise est venue faire ici. Pourquoi s'est-elle expatriée? C'est une bonne question. On va essayer d'avoir une bonne réponse. Merci beaucoup, Stanislas. Moi, je vous en prie. Les réponses concernant Madame Dyson Cooper se cachent dans un quartier que je n'ai pas encore exploré, celui de Paramé. Cette ancienne commune indépendante, qui a fusionné avec Saint-Malo en 1967, est aujourd'hui un adorable front de mer, longé de coquettes villas. Nous retrouvons Gaël de Lignon qui a consacré une thèse entière à ce secteur. Bonjour Gaël. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer.
Permettez-moi de vous présenter Benoît. Bonjour. Je vais avoir besoin de vos conseils, puisqu'on a retrouvé une certaine Dyson Cooper qui a vécu en 1919 à Baronnie. Qu'est-ce que les Anglais venaient faire sur la côte à cette époque? Il est fort possible qu'elle soit venue pour les bains de mer, parce qu'à Saint-Malo, dans ces années-là, les bains de mer étaient vraiment à la mode. C'est vraiment le début des stations balnéaires. Oui, à Saint-Malo, en 1860, eh bien, un docteur publie un petit manuel sur les bains de mer, dans lequel il défend vraiment les vertus thérapeutiques de cette pratique. Et cela va attirer déjà beaucoup d'Anglais, et puis ensuite des villégiateurs vraiment aisés. Ce n'est pas un hasard si ce sont des Anglais qui affluent en Bretagne. Apparue au XVIIIe siècle en Angleterre, la mode des bains de mer est exportée en France par une élite britannique voyageuse. Comme toute la côte d'Émeraude, Saint-Malo embrasse cet engouement pour la trempette. L'intramuros étant trop étriqué pour accueillir un grand nombre de touristes, il a fallu trouver une autre solution et elle se trouve à Paramé. Se développe donc, à partir de 1880, une véritable ville nouvelle sur des dunes. Donc, Qui est à l'initiative de cela? Eh bien, c'est un banquier parisien qui s'appelle Édouard Hébert. Il a réuni quelques amis sociétaires du monde des arts et des lettres qui, pour quelques millions de francs, achètent ces dunes. Avant son arrivée, ici, il n'y avait que des dunes. Ah oui, voilà. À l'endroit où nous sommes, c'était uniquement des dunes, quelques moulins ça et là, mais très très sauvages. La station balnéaire de Paramé pousse à un rythme spectaculaire. En 15 ans, plus de 150 villas sortent des dunes. La toute nouvelle voie ferrée achemine des nuées de villégiateurs. La mer, perçue pendant des siècles comme un lieu inquiétant, prend soudainement un nouveau visage. On est vraiment ici dans un nouveau rapport à la mer avec cette volonté de vivre au plus près des embruns et du soleil pour des gens qui effectivement ne se rendent ici qu'en vacances. Ce qui n'était pas le cas effectivement des Malouins pure souche, corsaires ou autres, qui eux effectivement vivaient la mer au quotidien. Oui, ils préféraient effectivement se tourner vers la campagne parce qu'ils voyaient la mer toute la journée quand ils étaient à bord de leur bateau. Donc ils avaient envie de voir un peu de verdure quand ils rentraient chez eux. Voilà, c'est ça. J'aurais pu acheter une villa ici sur le bord de mer. Ah oui, j'ai préféré une vieille malouinière. Comme Madame Dyson Cooper, il y a un siècle, nous avons pu flâner sur cette jetée magnifique qui semble s'être arrêtée dans le temps. Le voile levé sur le mystère Dyson Cooper, il nous faut maintenant avancer dans notre enquête. Qui donc a succédé à cette Anglaise? Nous retournons à la Baronnie pour trouver de nouveaux indices. Alors viens voir Stéphane, je voudrais te montrer quelque chose d'amusant. On a trouvé un certain nombre d'objets dans le jardin. Au moment où vous l'avez refait? Oui, qui à mon avis sont assez anciens. Donc tu vois, on a retrouvé des vieilles fioles. Ça, c'est un piston de seringue. D'accord. Et là, tu as une petite fiole qui est remplie d'un liquide, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être très ancien en tout cas. Oui, alors moi je pense que ça date de la Seconde Guerre mondiale, puisque tu vois, regarde, on a trouvé également une vieille cartouche. Je sens que ces objets vont nous plonger dans une nouvelle époque. Un autre élément, plus étonnant encore, se trouve à l'avant de la maison. Alors tu vois, la balle, en fait, on l'a trouvée au pied de cette façade, quand on a refait l'assainissement. Et si tu lèves les yeux, tu vas voir que tout autour de la fenêtre au-dessus, il y a plein il y a plein d'impacts de balles. D'accord. Donc on se demande s'il n'y avait pas un tireur embusqué. Alors peut-être au moment de la libération, il y a peut-être eu des affrontements ici. De quoi la Baronnie a-t-elle été le théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale? Cette époque sombre a forcément bouleversé la vie de ses propriétaires. Le 10 mai 1940,
Adolf Hitler déclenche une offensive massive sur l'ouest de l'Europe. Grâce à sa technique de guerre éclair, il parvient à surprendre l'état-major français et traverse le front des Ardennes. Le 17 juin, la Bretagne est occupée pour la première fois de son histoire. Nous nous rendons dans un lieu emblématique de cette période, la cité d'Alette. Cet ancien fort du XVIIIe siècle a servi de poste de défense à l'armée allemande. Éric Pell, le directeur de ce mémorial, va nous aider à lever le voile sur cette page d'histoire. Comment s'est passée la Seconde Guerre mondiale à Saint-Malo ? Les Allemands, ils arrivent en fait en juin 1940 et dans la foulée, ils vont envahir les îles anglo-normandes. C'est le morceau d'Angleterre à Hitler. Il y tient comme la prunelle de ses yeux. Il va y avoir un énorme ravitaillement qui va être dirigé vers les îles anglo-normandes. Et ce ravitaillement, à 80%, il passe par le port de Saint-Malo. Alors Saint-Malo intramuros est juste là, le port est juste derrière. Nous sommes sur la cité d'Alette. C'était vraiment un point stratégique pour les Allemands ? Eh bien oui, parce qu'à partir d'ici, ils pouvaient défendre l'entrée du port, mais ils pouvaient aussi défendre l'embouchure de la Rance qui est juste derrière nous. Et la Rance, c'est une voie de pénétration à l'intérieur des terres. Et puis troisième chose, on peut protéger la baie de Saint-Malo en cas de débarquement. Donc triple utilisation possible de la cité d'Alette. Le commandement allemand, conscient de la position stratégique de la cité d'Alette, en fait le plus gros chantier du mur de l'Atlantique. La Wehrmacht modernise l'ancien fort pour y intégrer 32 blocos, 8 cloches de tir blindés et 1300 mètres de galeries. Comment ça se passe, la libération à Saint-Malo ? Les Américains, quand ils arrivent donc face à Saint-Malo, malheureusement, ils ont très peu d'informations. Ils sont persuadés que la garnison dans l'intramuros, c'est à peu près 1000 soldats allemands. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et non, ils étaient 80 à peu près. Mais malheureusement, à cause de cette erreur d'appréciation, eh bien, les Américains, pendant plusieurs jours, ils ont bombardé l'intramuros avec des obus incendiaires. À l'époque, beaucoup de maisons en bois. Ça va faire un gigantesque incendie. Le pilonnage démesuré des Américains laisse la cité historique dévastée. J'ai trouvé ces objets dans mon jardin au manoir de la Baronnie. Donc je me demandais s'ils n'avaient pas un rapport avec les combats de la Libération. Ah bah si, tout à fait, puisque ici on a un poussoir de seringues américaines. Ça, on est sur des stimulants respiratoires ou cardiaques. Ça, c'est une munition française. Il faut savoir que les Allemands ont utilisé énormément de matériel capturé. Donc là, on est vraiment typiquement sur une cartouche abandonnée par un soldat allemand. Alors Benoît, chez lui, au manoir de la Baronnie, m'a montré une fenêtre avec tout autour plein d'impacts de balles. Ça n'a rien de très illogique, on va dire, parce que la Baronnie, qui était vraiment au ras de la ligne anti-char, devient une position de défense à part entière. La Baronnie est située sur une barrière anti-char allemande truffée de mines, de barbelés et de bunkers, reliant l'est de Saint-Malo à la Rance. Est-il possible que les propriétaires de l'époque aient continué à vivre chez eux, à la Baronnie ? De toute façon, à cette date-là, au niveau aussi près de la ligne anti-char, il est évident que les propriétaires, ils avaient été mis dehors par les Allemands. Ça, c'est clair et net. Oui, donc on peut très bien imaginer qu'il y a eu un tireur allemand qui était embusqué à la fenêtre et qui a été pris pour cible par les Américains. Tout à fait, c'est tout à fait possible qu'on ait eu un soldat allemand qui se soit mis à la fenêtre et puis peut-être qu'il s'est fait tirer dessus par les Américains. La Baronnie a donc été investie par des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Une multitude de pensées m'assaillent. Comment Saint-Malo s'est-elle relevée après son anéantissement ? Quand les prédécesseurs de Benoît ont-ils pu réintégrer la Baronnie ? Je retrouve Philippe Petou, conservateur du musée de Saint-Malo sur le flanc sud des remparts. Ici se dressent de magnifiques hôtels d'armateurs et pourtant, 70 ans plus tôt, ils n'étaient que ruines. Philippe, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dans quel état se trouve Saint-Malo intramuros ?
La ville est détruite à 80%. Incroyable. D'abord, il faut déblayer les ruines. C'est un gros chantier qui va prendre 3 années de déblaiement. 3 années complètes. Voilà, avec Qu'est-ce qui justifie cela? le fait que les remparts n'ayant pas été démolis, il fallait sortir les matériaux par les portes et il fallait, à la demande des monuments historiques, prendre certaines précautions car les monuments historiques voulaient faire un inventaire de la ville et numéroter les façades qui pourraient être éventuellement reconstruites. Ce sont plus de 500 000 mètres cubes de gravats qui ont été évacués grâce à de simples charrettes tirées par des chevaux. Une fois le déblaiement terminé, le débat public s'enflamme. Faut-il tout raser pour édifier une ville moderne ou tout reconstruire à l'identique? Quel a été le parti pris architectural au moment de la reconstruction de la ville? Alors, finalement, c'est un compromis. C'est un mixte entre des façades reconstruites à l'identique et puis, pour les 3/4, une reconstruction nouvelle qui puisse être une sorte d'architecture qui puisse s'harmoniser avec les remparts, avec ce qui restait d'ancien et avec les façades aussi qu'on voulait refaire à l'identique. Sur certaines façades reconstruites de Saint-Malo ont été intégrées des pierres du bâtiment d'origine. Noircies par les années, elles témoignent des tragédies passées. La reconstruction de Saint-Malo sera finalement une aubaine pour les habitants. La cité médiévale d'antan, exiguë, sombre et insalubre, laisse place à une ville nouvelle, plus aérée et lumineuse. Donc voilà, Stéphane, un site tout à fait intéressant de la reconstruction de Saint-Malo, avec ces vieilles façades, on pourrait dire témoins de la vieille ville, qui sont intégrées dans une cour intérieure d'un des principaux îlots de la reconstruction de la ville. L'intégration est juste exceptionnelle. On voit très bien la parenté entre l'ancien et le nouveau. Le soin qui a été apporté, c'est dans le dessin, ce sont les hauteurs qui ont été mises en place, c'est aussi les matériaux qui ont été utilisés. Voilà, matériaux traditionnels, granit, incorporés avec quand même, on le voit ici dans cette cour, des éléments préfabriqués, notamment au niveau des allèges de fenêtres. On a aussi permis que l'air puisse entrer un peu dans la ville, on l'a aéré, et il a fallu d'ailleurs gagner en hauteur ce qu'on a perdu en surface. C'est pour ça que les immeubles ont 4 ou 5 étages. Alors, si vous le voulez bien, Philippe, nous allons maintenant ressortir des remparts pour nous intéresser aux Malouinières. C'est l'objet de notre enquête, et plus précisément le manoir de la Baronnie. On sait que durant la Seconde Guerre mondiale, les propriétaires ont dû évacuer les lieux. Est-ce qu'on a une idée de l'année où ils ont pu revenir chez eux ? Je pense que dès que les combats ont cessé, dès que la ville a été libérée, c'est-à-dire à partir du 17 août 1944, les choses ont dû rentrer progressivement dans l'ordre. Merci mille fois, Philippe. Merci à vous. Je sais maintenant que la baronnie a sans doute repris vie dès 1944. La généalogie de la maison de Benoît commence à se révéler presque entièrement. Il reste un élément qui m'avait intrigué aux archives municipales. Un des cadastres indiquait l'acquisition de la baronnie par une association en 1952. En creusant, j'ai réussi à en savoir plus et je m'apprête à partager mes découvertes avec Benoît. Alors Benoît, nous avons retracé ensemble quelques époques importantes de l'histoire de ta maison. Je te présente Brigitte qui va nous dire ce qui s'est passé ici à une certaine époque. On vous écoute, Brigitte. Bonjour Benoît. Bonjour Brigitte. Eh bien ici, d'à peu près des années 50 jusqu'aux années 80, ça a été un centre de vacances. Et là, on accueillait des enfants de 4 habitants. Ah, c'est incroyable, c'est génial ça. Et donc vous étiez... J'étais directrice là. Ah, c'était vous la directrice? Oui. C'est pas possible. Si. C'est Vous êtes arrivé incroyable. ici à quelle époque, Brigitte? 80, juillet 80. Et le jardin, il était tracé comme aujourd'hui? Alors le jardin était pratiquement tracé comme aujourd'hui. On avait la pièce d'eau. Et vous n'aviez pas peur justement pour les enfants qu'ils aillent... Ah non, on l'a utilisé la pièce d'eau. On avait passé des soirées à tresser des cordes pour faire des ceintures de sécurité. Et mon mari avait mis un système d'attache qu'on accrochait aux arbres. Ah oui. Donc comme ça, il pouvait pêcher, il pouvait bouger, mais il ne pouvait pas tomber. Suite à ça, au goûter,
Au lieu d'aller manger du pain ou du chocolat, par exemple, on allait se faire griller les poissons à 4 h de l'après-midi sur un feu de camp, et qu'on mangeait ça avec ses doigts et avec du pain, ça avait une toute autre tête que si on avait mangé du pain et du chocolat assis dans l'herbe, quoi. Il n'y avait pas photo. Ah, c'était des vacances de rêve pour eux. Ah oui, oui. Comme Benoît, qui petit rêvait de vivre à la Baronnie, des milliers d'enfants ont pu s'imaginer en corsaire intrépide dans ce jardin. Le manoir de la Baronnie a connu de nombreux propriétaires aux destins étonnants. Alain Gaillard de la Motte, corsaire, armateur, puis maire de Saint-Malo, l'a acquise en 1712. En 1781, c'est Pierre-Jacques Mellet de Grand-Clos, le plus grand négrier de Saint-Malo, qui l'a faite sienne. Plus tard, la Baronnie est passée sous pavillon anglais lorsque Alice Dyson Cooper y a posé ses valises, avant d'être transformée plus tard en colonie de vacances. Et désormais, c'est donc Benoît qui en prend soin grâce à ses chambres d'hôtes. On a parlé de corsaire, on a parlé d'armateur, on a parlé de négrier, on a parlé aussi de cet épisode noir de la Seconde Guerre mondiale. Et fort heureusement, on finit avec une période un peu plus heureuse et avec des rires d'enfants. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir pu retracer toute l'histoire de cette maison au travers de tous ces témoignages passionnants. Effectivement, j'imagine tous ces enfants courir sur les pelouses. Là, j'ai plein d'images dans la tête, c'est formidable. Notre enquête touche à sa fin. Telle une mosaïque, nous avons réussi à reconstruire le passé de la Baronnie. En levant le voile sur tous ses secrets, j'ai pu découvrir l'histoire passionnante et singulière de la belle Saint-Malo.